Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, Monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, le président du parti Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, et la délégation qui l'accompagnait ont été de nouveau empêchés de voyager ce dimanche 9 février à l'aéroport d'Njili. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Il devait se rendre à Goma au Nord Kivu. Et vendredi dernier déjà, l'ancien allié de Joseph Kabila n'avait pas non plus pu voyager alors qu'il avait déjà embarqué à bord de l'avion qu'il avait déjà affrété à l'aéroport d'Indolo. Sur cette affaire, Monsieur Mbelou, Vital Kamerhe semble faire face à un véritable acharnement du pouvoir. Oui, mais avant de personnaliser la question de ce qui se passe autour du président de l'UNC au Congo, il me semble important de replacer le Congo dans le contexte de son évolution actuelle. J'ai la nette impression qu'à un certain moment, nous sommes nombreux à oublier que le Congo est un État failli, un État manqué, un pays sous occupation. Qui dit État manqué dit État failli qui entretient la violence à l'endroit de ses propres populations et qui est aussi incapable de protéger ses citoyens contre la violence extérieure. Un État manqué est aussi cet État qui ne respecte ni les lois édictées par sa propre constitution, ni les lois dites internationales. Le Congo actuel se situe dans ce contexte-là. Alors, la violation des droits et libertés fondamentales ne peut pas être limitée au seul cas de M. Vital Kamerhe. C'est là que je trouve que nous faisons une fausse lecture de ce qui se passe au Congo actuellement. Est-ce que parce que M. Vital Kamerhe est un président d'un parti politique qu'il doit en principe bénéficier d'un peu plus d'attention que les autres Congolais? Je ne sais pas si vous avez appris comme moi qu'une chasse aux sorcières est organisée depuis tout un temps au centre du Congo, à Kananga. Et comme Kabassou Babou l'avait déjà dit, il semble qu'aux dernières nouvelles, ce sont les infiltrés du CNDP qui sont au camp EFO à Kananga qui essaient d'organiser nuitamment et même pendant la journée cette chasse aux sorcières. Donc, je voudrais vous dire ceci. Citoyen congolais, Vital Kamerhe a des droits et des devoirs comme les autres citoyens. Même si, jusqu'à ce jour, vous le savez aussi bien que moi, il y a des compatriotes qui discutent sur la question Kamerhe et de manière, et cela avec acharnement. Donc, en tant que citoyen, il a des droits, il a des libertés fondamentales qui doivent être respectées. Mais ce n'est pas parce qu'il est président d'un parti politique que le respect dû à ses droits et à ses libertés fondamentales devrait prendre le pas sur le respect dû aux droits et libertés fondamentales des autres compatriotes congolais. Alors, si nous revenons à la question Kamerhe proprement dite, je vous renverrai d'abord au site de Congo Indépendant. Allez lire les différentes réactions des compatriotes qui se sont exprimées sur ce cas et vous serez édifiés. Je vais essayer de résumer ces réactions-là en 2 ou 3 points. Vous avez aujourd'hui des compatriotes qui estiment que le feu dans lequel M. Vital Kamerhe est pris a été allumé par lui-même et
vous pouvez vérifier ce que je vous dis maintenant sur le site de Congo Indépendant. Pourquoi? Il s'est inséré dans un processus vicié et vicieux. Il a soutenu M. Joseph Kabila en écrivant un livre intitulé Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila. Ça, c'est d'un. De deux, vous avez un groupe de compatriotes qui estiment qu'il y a, comme vous veniez de le dire, un certain acharnement à l'endroit de M. Vital Kamerhe. Trois, vous avez d'autres compatriotes qui pensent que nous sommes en train d'assister à une distraction entre copains, une distraction qui ne doit pas être prise au sérieux comme problème politique. Et dans certains échanges avec les compatriotes, vous en avez qui vous disent ce qui se fait peut être considéré comme une lutte de positionnement entre des vieux copains et une lutte orchestrée par leurs parrains communs. Ah, vous avez des compatriotes qui disent non, ne passons pas trop de temps à parler de ce cas. C'est un cas des gens qui se connaissent et qui savent où ils veulent en venir avec cette lutte qui est orchestrée par leurs parrains. Mais, Voilà. mais Oui. M. Mbelou, tout de même, hein, Vital Kamerhe a été délogé à l'aube du vendredi 7 février 2014 de sa maison. Et selon lui, c'est le ministre des médias Lambert Mende qui aurait écrit la veille au général Kanyama lui demandant de l'expulser de cette habitation que lui dit occuper en vertu d'un contrat en bonne et due forme. Vital Kamerhe a affirmé et à l'issue de cette nouvelle mésaventure que son acte de condamnation avait été déjà signé par Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous redis ce que je viens de dire. Si M. Vital Kamerhe se retrouve dans des cas où ses droits sont violés, ses libertés fondamentales sont violées, il peut, comme tout autre citoyen, poser ce problème et essayer d'être lavé. Il y a certains membres des organisations internationales des droits de l'homme qui sont déjà au courant de ce qui se passe autour de M. Vital Kamerhe, qui ont le dossier et qui essaient de l'étudier. Mais ce que je redoute, moi, c'est ceci. Combien de Congolais aujourd'hui ont été délogés de leur maison sans qu'on en parle? Et pire, notre pays est sous occupation, c'est-à-dire plusieurs Congolais sont en train d'être délogés de la terre de leurs ancêtres. Nos terres du sud Kivu, du nord Kivu, de l'Ituri sont en train de nous échapper. Plusieurs parties de nos terres ont été vendues comme carrés miniers aux entreprises multinationales. Je ne suis pas sûr que nous pourrons les récupérer demain ou après-demain. Pourquoi tout à coup essayons-nous de faire comme si le délogement de M. Vital Kamerhe était beaucoup plus important que le fait que nous soyons en train de perdre nos terres? Voilà pourquoi, tout en ne méprisant pas, tout en négligeant pas ce qui est en train de se passer, je vous invite à replacer cela dans un contexte beaucoup plus général d'un État failli, d'un État manqué, qui organise la violence parce que cet État manqué fait partie d'un réseau transnational de prédation qui fonde son économie sur une guerre permanente. J'essaie de replacer tout cela dans un contexte beaucoup plus large pour que nos vues ne se limitent pas à un cas particulier. Et cela peut nous éviter de particulariser, de personnaliser une question
beaucoup plus général pour pouvoir le limiter à quelques politiciens et de laisser tomber dans l'oubli la question fondamentale, c'est-à-dire la question de la dépossession des Congolais de la terre de leurs ancêtres, la question de la partition et de la balkanisation de notre pays. Il y a des pans entiers de notre pays qui nous échappent, et ces questions-là méritent d'être beaucoup plus approfondies que celle du déguerpissement de M. Vital Kamerhe. Très bien, un mot sur les rôles que Lambert Mende joue dans cette affaire, toujours prompte à répondre aux accusations de l'opposition. On a l'impression que dans ce cas-ci, sa stratégie de ce qu'on peut appeler la communication du mensonge n'a pas marché, puisque Kamerhe lui-même s'avère un habile communicateur sur ce qui est de l'usage de l'internet, puisqu'on l'a vu, à chaque fois qu'il a des ennuis avec le gouvernement de Kinshasa, les images arrivent directement sur internet et la diaspora suit cela. Dans cette affaire, et je trouve qu'il a été très habile dans sa communication, Monsieur Vital Kamerhe. Oui, mais je m'excuse. Tout cela soulève des questions et des problèmes en moi. Il communique effectivement bien, et tout ce qui lui arrive est aussitôt mis sur l'internet, et ça passe même par les médias que nous considérons comme étant des médias dominants. Seulement voilà, je me pose des questions. C'est vrai, il communique, il parle, il s'exprime, il débat, mais pourquoi n'y a-t-il pas eu autant de débats, autant de médias qui se sont par exemple penchés sur le cas de John Ndongala, de Gabriel Mokia, de Chalupa, de Coutinho et de tous ces compatriotes qui croupissent dans la prison aujourd'hui depuis que Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Moi, là, je me dis, tiens, il y a quelque chose qui devrait nous interpeller. Mais M. Mbello, oui. M. Mbello, ce n'est pas parce que ces personnes-là ne savent pas aussi mieux communiquer que Kamerhe, puisque dans ce cas-ci, on voit qu'il fait un très bon usage de l'Internet, Vital Kamerhe. Est-ce qu'il fait un très bon usage de l'Internet ou il y a des médias qui lui réservent des espaces? Je ne lis pas. J'aimerais que vous me compreniez bien. Je sais, je lis, moi, quand je vais sur le Facebook des amis de Jean-Pierre Mbello, je trouve beaucoup de vidéos de M. Vital Kamerhe, et l'UNC a toute une cellule de communication qui nous fait parvenir toutes les vidéos de ce qui se fait. Disons, de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui se fait. Mais il n'y a pas que sa cellule de communication qui travaille. J'ai lu tous ces jours-ci ce qui se passe entre Vital Kamerhe et ceux que vous avez appelés ses ex-amis. N'oublions pas cette histoire-là. Une parenthèse que j'ouvre déjà. Est-ce que ces ex-amis ont réellement accepté qu'ils s'en aillent et qu'ils les laissent, je m'excuse, dans la merde seuls? Donc, je vois moi aussi cela. Mais comme je sais... Mais oui. lui dit que Joseph Kabila a déjà signé son acte de condamnation. Oh, bon, voyons voir. Moi, je ne me prononcerai pas très rapidement. Sachant comment les maîtres du monde manipulent leurs filleuls, je ne me prononcerai pas aussi rapidement que lui. Mais revenons d'abord aux médias. Ces espaces qui lui sont créés depuis tout un temps, Jeune Afrique, AFP et d'autres médias dits dominants, comment expliquons-nous cela? Quand nous savons que les médias dominants participent de l'ordre néolibéral du monde, moi je me dis, est-ce que ce ne sont pas les mêmes parents qui ont mobilisé depuis les années 90 l'AFDL et le processus que M. Vital Kamerhe a rejoint? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes parents
qui nous jouent un jeu. Ah, vous savez, on y reviendra peut-être tout au long de l'émission. Je suis allé, en voyant ce qui se passe chez nous, je suis allé sur le site Voltaire, lire un article entre ce qui se passe maintenant en Ukraine, et je me suis rendu compte que une sous-secrétaire d'État chargée, qui était en communication avec l'ambassadeur américain qui est en Ukraine, et a dit qu'ils jouaient leur jeu avec certains acteurs politiques en Ukraine. J'ai peur que les mêmes acteurs soient en train de jouer chez nous avec leurs filleuls. Pourquoi est-ce que je le dis? Regardez, quand vous allez sur le site de M. Ambawechi, vous lisez un communiqué de presse de l'UNC Europe, signé par Madame Ntumba Bwacha, qui est le secrétaire exécutif de l'UNC Europe, et notre ami Michel Moto, qui est le secrétaire exécutif de l'UNC Europe chargé de communication. Vous lisez ce communiqué-là, et vers la fin, les deux amis disent ceci: ce qui se passe maintenant au Congo l'est au moment où l'USAID a financé la formation des politiciens appartenant, entre autres, à l'UNC, à l'UDPS et autres partis politiques. Là, moi, je me dis, tiens, ça sent mauvais. Comment expliquer qu'au moment où les mêmes sont en train de mettre du feu aux poudres en Ukraine et dans d'autres pays du monde, je ne cesse de dire que le Congo n'est pas une île. On ne peut pas étudier ce qui se passe au Congo en restant les yeux fermés sur ce qui se passe au monde. Comment les mêmes qui mettent le feu aux poudres en Ukraine seraient des gentilles personnes qui iraient relever le niveau de nos politiciens au Congo? Tiens, moi j'ai dit, ça sent mauvais. Cela d'autant plus que là où interviennent l'USAID et l'Institut national américain dit de démocratie, et après il y a des cas, ça, et j'y reviendrai peut-être au long de l'émission pour vous dire que l'un des pièges dans lequel l'UNC s'est laissé prendre et qui lui coûte ce qui est en train de lui coûter maintenant, c'est d'avoir cru en un faux processus démocratique. Quand vous lisez le communiqué auquel j'ai fait allusion, les amis vous disent la démocratie congolaise est mise à mal. Mais il n'y a jamais eu de processus démocratique au Congo. Comme l'UNC, avec certains de ses membres, ont cru qu'il y avait un processus démocratique au Congo, ils sont un peu pris au dépourvu parce qu'ils ne se sont pas rendus compte et attendent qu'il y a une inversion sémantique des mots. Les mots comme démocratie, les mots comme cohésion nationale, les mots comme participation, les mots comme droits de l'homme, les mots comme liberté fondamentale ne signifient plus absolument rien au Congo. Il y a une inversion sémantique dont nous ne nous rendons pas compte. Alors quand nous sommes pris à ce jeu-là, comme les amis de l'UNC, on commence à crier, on dit le processus démocratique est mis à mal. Non, il n'y a pas eu de processus démocratique au Congo. Il y a une guerre de basse intensité, de prédation, d'agression, d'occupation qui bat son plein chez nous depuis les années 90. Il n'y a jamais eu de démocratie. Ce n'est pas parce qu'on a fait un semblant d'élection en 2006 avec un corps électoral inconnu, comme en 2011, que nous pouvons parler de démocratie au Congo. Ce n'est pas parce qu'on a un parlement corrompu, que l'on corrompt chaque jour, que ce soit à Kinshasa ou dans la plupart de nos provinces, qu'on peut parler de processus démocratique. Non, non. Monsieur Mbelou,
Oui. Est-ce que Vital Kamerhe cherche-t-il à se positionner comme une solution de réchange à Joseph Kabila ou bien est-il dans une dynamique des ruptures hein, totales avec le système qui est dans notre pays depuis près de 20 ans? Mais non, je m'excuse de rigoler et je m'excuse beaucoup. Vous voyez, euh, vous savez, j'écoute beaucoup Vital Kamerhe. J'aime beaucoup l'écouter et je suis ses discours sur le temps. Hein. Je peux le suivre pendant 3, 4, 5 mois et je me rends compte malheureusement qu'il tombe souvent victime. Euh, Victime, ce n'est peut-être pas le mot, mais il se laisse prendre à son propre jeu. Regardez, au même moment que M. Vital Kamerhe décrit le processus électoral de 2011, il dit de temps en temps qu'on ne va pas réécrire l'histoire. Oh. Alors, il reconnaît Joseph Kabila comme président de la République en disant, parmi les personnes qu'il a décriées, les premières personnes qu'il a décriées, c'était Joseph Kabila, il a dit que Joseph Kabila avait bourré les urnes. Regardez. Donc, il se laisse prendre dans un jeu où il reconnaît et monsieur illégitime comme président de la République. Alors, comme ce monsieur sait qu'il est illégitime et qu'il est parmi les acteurs mineurs d'un État manqué, il nous fout de temps en temps la merde, à condition, et je le répète, que ça ne soit pas un jeu monté par les parents et de Vital Kamerhe et de M. Joseph Kabila. Et vous savez, quand vous l'écoutez sur le temps, vous sentez qu'il est beaucoup plus dans l'alternance et non dans l'alternative. Or, au Congo aujourd'hui, nous n'avons pas besoin, c'est un point de vue discutable, d'une alternance, nous avons besoin d'une alternative. Pourquoi? Le modèle économique qui prévaut chez nous est un modèle qui organise la guerre de tous contre tous. Et M. Vital Kamerhe en souffre. Il en souffre, ne fût-ce que avec tout ce qui se passe ici, on sent qu'il est quand même mal à l'aise. Quand on vous met dehors, même si c'était monté par les parents, mais quand on vous met dehors nuitamment et que vous êtes obligé de vous débrouiller le matin pour trouver un endroit où poser la tête, ça vous dérange quand même. Mais d'une chose, l'une, quand vous reconnaissez un pouvoir illégitime, vous pouvez subir les contre-coups de cette reconnaissance. Alors, pour sortir de ces contre-coups du pouvoir illégitime, il est important d'opérer certaines ruptures, pas simplement avec le pouvoir illégitime, mais avec ceux qui ont orchestré ce modèle de pouvoir illégitime. Or, l'impression est que cette autre rupture ne me semble pas être opérée dans le chef du président de l'UNC, Vital Kamerhe. Très bien, on passe à autre chose. L'accord de bonne conduite du processus électoral a été signé le samedi 8 février entre la CENI et des partis politiques au cours d'une cérémonie organisée au Palais du Peuple de Kinshasa. Hein, à la même occasion, ils ont également acté les protocoles d'un accord instituant les comités de liaison entre l'institution électorale et les formations politiques. C'est Radio Okapi qui rapporte également cette information. Certains regroupements politiques de l'opposition ont cependant boycotté la signature de ce document. Monsieur Mbelou, dans cette affaire, on a l'impression que le pouvoir de Kinshasa qui soutient Malo Malo sait toujours compter sur une opposition de service, comme pour le cas du vote de la dernière loi sur l'amnistie. Ce que nous disions du processus dans lequel nous sommes embarqués depuis les années 90 vaut aussi pour ces groupes de l'opposition congolaise. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Ces groupes-là ne sont pas majoritaires.
Si une loi doit être votée, si un code de bonne conduite doit être paraphé à ce Parlement bidon congolais, il le sera. Cela sera fait pour la pure et simple raison que les députés mangécrates de ce qu'on appelle l'Alliance pour la majorité présidentielle sont majoritaires. Donc, et l'erreur ne se situe pas à ce niveau-là. Ils peuvent protester, ils peuvent dire qu'ils ne reconnaissent plus, ils ne reconnaissent pas l'abbé Apollinaire Malmalou comme président de la CENI, mais c'est tard. Ils sont dans le processus. Ils ont favorisé, ils ont accepté une tricherie qui a permis à la majorité dite présidentielle de pouvoir siéger au Parlement. Alors, même s'ils se retirent aujourd'hui, cela aura quel effet? Si une loi, si un code de bonne conduite doivent être actés au Parlement, ils le seront. Et je venais même d'apprendre ce soir qu'on en a encore corrompu. Vous imaginez, j'ai pris pour que cela puisse être un mensonge, mais si on leur ajoute 10 000 euros pour qu'ils signent un texte actant la partition du Congo, vous voyez quelle sorte d'acteurs politiques nous avons. Donc, ce sont des messieurs et des dames qui, depuis que le processus a commencé, ont été majoritairement corrompus. La chance a fait que on ait des amis proches de tous ces cercles-là, et depuis le début, j'avais de temps en temps des coups de téléphone. JP, maintenant on vient de corrompre pour telle loi. Et en son temps, j'ai pu publier des articles sur ces questions-là. Mais ce sont des questions lancinantes, permanentes. C'est un mode de fonctionnement. Et puis ce n'est pas une spécificité du Congo. Cette corruption permanente des élus, de soi-disant élus ou représentants du peuple. Hier, j'ai pris le temps de suivre une bonne conférence sur le site sur le blog de François Asselineau. La conférence était intitulée « Sommes-nous en démocratie ?» C'est un Français qui, Régis Chamagne, qui présentait cette conférence-là aux membres de l'UPR. Quand vous suivez la conférence, ça vous prend plus ou moins 1 heure et quelques minutes. Vous vous rendez compte que même dans les pays où nous semblons croire qu'il y a de la démocratie, le modèle néolibéral a tout englouti. Il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, cette conférence rejoint le livre de Christophe Deloire et Christophe Dubois, Circus Politicus, parce qu'elle soutient que l'Europe a tout englouti et que les représentants du peuple n'ont plus droit au chapitre. Mais en fortiori au Congo, qu'est-ce que le Congo peut faire dans un monde où, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France ou dans plusieurs pays européens, les représentants du peuple sont au pouvoir, sont au service des oligarchies d'argent. Donc, ce qui se passe au Congo en miniature, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays au monde aujourd'hui. Ben, ce sont les multinationales et les oligarchies d'argent qui règnent. C'est là que je me dis, souvent, nous nous trompons de partenaires quand nous avons à apprendre, par exemple, une autre façon de faire la politique. Au lieu de nous tourner, par exemple, vers nos traditions et vers l'Amérique latine, qui est très, très avancée maintenant, on se laisse former par les Américains. Un pays où il n'y a pas de démocratie du tout. Et quand vous suivez cette conférence à laquelle j'ai fait allusion, Régis Chamagne vous dit, là-bas, on a un seul parti, un parti de la prospérité, qui a deux faces, une face républicaine et une face des démocrates. Et c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ce sont les oligarchies d'argent qui règnent. Donc, je faisais cette digression pour vous dire ceci. Nous n'avons pas d'assemblée nationale. Nous avons des caisses de résonance, des oligarques d'argent qui sont manipulés
à dessein dans un système qui vise sur le court, moyen et long terme la balkanisation du Congo. Et cette balkanisation est déjà économiquement réalisée parce que le Congo, les matières premières qui sont produites au Congo ne nous donnent pas la plus-value qui peut être redistribuée entre nos populations. Cette balkanisation est déjà réalisée militairement. Vous avez un groupe de militaires rwandais dans la plupart de nos camps. Donc, mais malheureusement, nous discutons sur le sexe des anges, nous particularisons les questions politiques secondaires et qui peuvent à un certain moment constituer une grave distraction face à ces questions de fond qui ne sont pas beaucoup abordées et approfondies. Dieu merci, j'ai suivi Candido Keke sur la voie de la Russie. Je me suis rendu compte que elle au moins et beaucoup d'autres compatriotes qui travaillent dans ce sens-là savent qu'il y a des questions de fond qui méritent des débats approfondis au lieu de nous... On ne sort pas trop des débats entre les amis d'hier, les copains et les coquins, et on se laisse distraire et on passe à côté de la plaque, malheureusement. Très bien. Un mot sur cette affaire que l'on peut appeler Moïse Katumbi, révélée par Marianne Belgique. C'est un média belge. Il semblerait que Moïse Katumbi aurait abrité, posséderait une société offshore et il aurait amassé 60 millions de dollars américains en seulement 18 mois grâce à un deal minier pour les moins suspects. Monsieur Mbelou, voilà quelqu'un qui est présenté comme l'homme providentiel au Katanga et qui, selon ces médias belges, semble se livrer à des pratiques qu'on peut assimiler à l'enrichissement personnel. Mentionnons d'abord le fait que, avant qu'il ne devienne gouverneur, Moïse Katumbi faisait son commerce. Ça, c'est un fait qui peut lui être reconnu. Mais est-ce que vous savez que quand Thierry Michel a sorti son film sur Moïse Katumbi, cela lui a attiré beaucoup de problèmes. Et encore une fois, Moïse Katumbi, c'est la face visible de l'iceberg, mon cher frère. Le Moïse Katumbi, il y en a au Congo par dizaines, par centaines. Le nombre de nos compatriotes qui vident ce pays-là de ses richesses et qui mettent leur argent à l'extérieur, et cet argent qui nous est resservi comme don, comme aide, et qui devient une dette pour le pays et pour les générations futures, mais ces compatriotes-là, nous en avons par dizaines, par centaines. Moïse Katumbi, c'est l'arbre qui cache la forêt de la prédation telle qu'elle se passe dans notre pays depuis les années 90. Alors, vous savez que l'une ou l'autre fois, je vous renvoie à un livre dont l'auteur n'est pas toujours en odeur de sainteté parmi les Congolais, mais un livre dont le titre est révélateur de ce qui se passe chez nous. C'est le livre qui c'est Colette Brackman, Les nouveaux prédateurs, politique de puissance en Afrique centrale. Ce sont des livres à lire et à relire. Je m'excuse de vous dire ceci. Nous prenons un plaisir à débattre sur des questions superfétatoires et certains d'entre nous commencent à trouver que c'est important de ne plus lire. Ah, vous ne faites que citer de livres. Ah, vous ne faites que citer de livres. Et pourtant, ce qui se passe chez nous, comme je venais de vous le dire, se passe dans beaucoup d'autres pays et il y a des pays qui ont réussi à mettre fin à cela. Nous pouvons, tout en étant originaux, chercher à aller vers ces pays-là pour nous informer, pour apprendre, pour leur poser ces questions-ci, par exemple. Comment avez-vous fait pour en arriver là?
comment est-ce que le socialisme du 21e siècle est en train de s'enraciner en Amérique latine, au point de mobiliser, par exemple, au début du mois de février, 33 pays dans ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté économique des pays latino-américains et caraïbes. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites pour avoir un programme auquel vous assurez un suivi en priorisant la coopération, la solidarité et puis le bien-être et le mieux vivre ensemble de vos peuples? Voilà vers quoi on devrait aller. Mais on tourne en rond. On a les mêmes partenaires traditionnels. Je ne vais pas dire maintenant qu'il faudrait tourner le dos à tous nos partenaires traditionnels. Cela d'autant plus que dans les pays de ces partenaires traditionnels, il y a des mouvements qui montent et qui ont une autre approche de la politique. Je venais de citer l'UPR de François Asselineau. Vous allez sur le site de le blog de François Asselineau aujourd'hui, vous apprenez autre chose. J'ai toujours cité une dame comme Suzanne Georges avec son livre, cette fois-ci, à en finir avec la démocratie, et pour beaucoup d'autres livres qu'elle a publiés. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre des autres, mais surtout de la nouvelle manière de faire la politique et de faire l'économie. Alors, si nous nous limitons à des petites analyses, on se réveille le matin, on dit, oh, voilà, Moïse Katumbi a pris 60 millions. Mais on a déjà perdu des milliards dans les îles Vierges britanniques. Et dernièrement, nous avons eu le cas de Dan Gettler. C'est tout un réseau mafieux qui s'est installé chez nous depuis les années 90. On pourrait même remonter aux années de Mobutu. Quand vous lisez le petit livre de Éric Toussaint, le petit livre intitulé, je m'excuse, je vois le titre, Procès d'un homme exemplaire. Quand vous lisez ce petit livre-là, vous vous rendez compte que la mafia s'est installée chez nous déjà à la veille au lendemain de nos indépendances, parce que les hypothèques pesaient et sur notre économie, et sur notre armée, et sur notre organisation politique. Donc, je dis, Moïse Katumbi, c'est la face visible de la prédation telle qu'elle est organisée par la mafia qui sévit dans notre pays depuis les années 90. Je suis remonté, je suis allé jusqu'aux années 60. Nous devons réétudier, réécrire l'histoire, apprendre à apprendre des autres. C'est très important. Mais aussi apprendre à donner une bonne information à la population, à nos masses populaires. Des hommes informés, ce que j'ai trouvé sur le site, le Facebook des amis de Jean-Pierre Mbelou, les hommes bien informés deviennent des citoyens. Des hommes mal informés deviennent des sujets, des esclaves. Voilà, il y a du travail. Vous qui avez Congo One, vous qui avez Congo indépendant, vous qui avez Congo Mikili, vous qui avez Radio Lobiko et tous ces médias alternatifs qui sont en train de s'imposer sur les réseaux sociaux, essayez de faire un travail de qualité pour mieux informer le mieux possible nos populations, leur donner accès à une bonne information. Sinon, si vous allez dans le Katanga, chez les fanatiques par exemple de Mazembe, et que vous donnez une information comme ça, si elle n'est pas fondée rationnellement, vous avez des fanatiques qui vont vous jeter des pierres, hein, et qui risquent même de vous tuer. Alors, on est tombé dans le fanatisme. On est en train de s'éloigner de la rationalité d'un travail qui fonde ce que l'on fait en raison. On se contente des bobards, on se contente des colportages, on se contente des petits commentaires sur les informations que l'on reçoit et on passe à côté de la plaque. Très bien, M. Mbelou. Pour finir, un mot sur les malheurs d'un Congolais de la diaspora ici en Belgique. Il s'agit de M. Bertin Mampaka, qui semble être victime d'un lynchage médiatique. Monsieur Mbelou, l'impression que moi j'en retire, parce que
il est encore très difficile de faire de la politique en Belgique en tant que noir, hein, homme de couleur noire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, vous pensez que c'est lié seulement à la couleur? Euh, il y a des Belges de souche qui ont beaucoup de difficultés à faire de la politique en Belgique. Ah, j'ai suivi aujourd'hui Olivier Menga sur la une. J'ai vu qu'il tirait à boulet rouge sur Didier Renders. Faire la politique, c'est aussi s'engager dans une lutte. Et la chance que nous avons encore pour les politiciens qui se battent en Belgique, c'est que, même s'il arrive que l'un ou l'autre en vienne au point, c'est que, quelque part, ils ont maîtrisé le principe du conflit qui n'arrive pas aux assassinats et aux meurtres. Ils peuvent débattre, les médias peuvent en lyncher certains, mais à quelques exceptions près, la lutte politique obéit au principe du conflit maîtrisé, hein, malgré les critiques que nous pouvons formuler à l'endroit dont cette politique est faite quand nous faisons allusion aux oligarchies d'argent. Il y a quand même ce principe-là qui demeure, le conflit maîtrisé. Et là, je ne vous dis pas que demain, on va faire des cadeaux à Bertin Mampaka parce que il est d'origine congolaise, qu'il est naturalisé belge. Bertin devra apprendre, et comme il le fait souvent, et tant bien que mal, il devra apprendre à se battre comme les autres. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un parti qui était laissé en marge des débats politiques en train de s'imposer, le PTB. Et vous voyez, c'est une lutte menée sur le temps qui finit par porter ses fruits. Bertin n'aura pas de cadeau et il connaît très bien le monde politique au sein duquel il évolue et il devra en tenir compte. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Nandou, et à la semaine prochaine.